Vivre avec une femme narcissique, c'est comme travailler dans une usine conçue pour fabriquer un seul produit, votre doute de soi, complet et total. Chaque jour, chaque interaction, chaque conversation devient une nouvelle chaîne de montage produisant la même question dévastatrice. Suis-je le problème ici ? Ce n'est pas une confusion accidentelle, ce n'est pas une difficulté relationnelle naturelle. C'est une manipulation psychologique systématique conçue pour vous faire douter de votre propre santé mentale, de votre propre jugement, de votre propre valeur en tant qu'être humain. Elle n'est pas simplement en désaccord avec vous. Elle réécrit la réalité elle-même pour faire de vous le méchant dans chaque histoire. Vous vous réveillez en marchant sur des œufs, essayant de prédire ce qui va la déclencher aujourd'hui. Vous vous endormez en analysant chaque mot que vous avez dit, chaque décision que vous avez prise, chaque façon dont vous auriez pu ne pas répondre à ses attentes. Le décompte mental constant des erreurs potentielles devient si épuisant que vous commencez à croire que la seule façon d'avoir la paix est d'admettre que tout est de votre faute. Mais voici ce qui rend cette usine si efficace. Elle n'a jamais à vous dire explicitement que vous êtes le problème. Le système est conçu pour que vous arriviez vous-même à cette conclusion. Quand chaque conversation se termine par vos excuses, quand chaque conflit se résout par un changement de votre comportement, quand chaque problème dans la relation est retracé jusqu'à quelque chose que vous avez mal fait, votre cerveau commence à accepter une vérité dévastatrice. Vous devez être la source de tous ces problèmes. La beauté de cette manipulation est qu'elle crée des participants volontaires à leur propre destruction. Vous devenez si conditionné à accepter le blâme que vous commencez à prendre la responsabilité de choses qui n'ont rien à voir avec vous. Sa mauvaise humeur au travail doit être due à quelque chose que vous avez fait à la maison. Son conflit avec sa sœur, probablement parce que vous ne l'avez pas soutenu correctement. Son stress financier, évidemment de votre faute, pour ne pas gagner plus d'argent ou ne pas mieux gérer l'argent. Cette usine à doute de soi fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, produisant un homme qui peut diriger des entreprises, mener des équipes et résoudre des problèmes complexes partout sauf dans sa propre maison, où il a été convaincu que son jugement est fondamentalement défaillant et que sa perspective est intrinsèquement fausse. Dans un mariage sain, vous êtes des coéquipiers affrontant ensemble les défis de la vie. Avec une femme narcissique, vous êtes des adversaires dans une compétition où elle détient tous les avantages et écrit toutes les règles. Elle n'est pas votre partenaire, elle mène une recherche d'opposition pour trouver de nouvelles façons de saper votre position. Ce n'est pas un désaccord entre égaux, ce ne sont pas deux personnes avec des perspectives différentes travaillant vers des objectifs communs. C'est une personne se positionnant systématiquement contre tout ce que vous pensez, voulez ou croyez. Non pas parce qu'elle est en désaccord avec les détails, mais parce qu'être d'accord avec vous signifierait reconnaître que vous pourriez avoir raison sur quelque chose. L'opposition est automatique et réflexe. Si vous suggérez un restaurant, elle y trouvera des problèmes. Si vous proposez une destination de vacances, elle listera toutes les raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Si vous avez une opinion sur l'éducation de vos enfants, elle prendra la position opposée presque avant que vous ayez fini de parler. Le contenu n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous n'ayez pas le droit d'avoir raison. Cela crée ce que j'appelle la dynamique de l'adversaire perpétuel, où vous ne pouvez jamais vous détendre en étant accepté, soutenu ou validé par la personne qui est censée vous aimer le plus. Chaque idée que vous avez doit être défendue. Chaque préférence que vous exprimez doit être justifiée. Chaque décision que vous prenez doit survivre à un contre-interrogatoire. La partie la plus insidieuse de cette dynamique est la façon dont elle détruit la confiance en votre propre jugement. Lorsque la personne la plus proche de vous s'oppose constamment à vos pensées et décisions, vous commencez à croire que peut-être votre pensée est vraiment défaillante. Peut-être que vos idées sont vraiment mauvaises. Peut-être qu'on ne peut vraiment pas faire confiance à votre instinct. Mais l'opposition ne vient pas du fait que vos idées sont fausses. Il s'agit de maintenir une structure de pouvoir où elle détient la position de jugement et vous occupez la position de celui qui est jugé.
Elle a besoin que vous ayez tort pour qu'elle puisse avoir raison. Elle a besoin que vous soyez confus pour qu'elle puisse être certaine. Elle a besoin que vous soyez faible pour qu'elle puisse se sentir forte. L'intimité physique et émotionnelle, qui devrait être le fondement de votre mariage, devient un système d'armement conçu pour contrôler votre comportement et punir votre indépendance. Ce qui a commencé comme une connexion devient une manipulation. Ce qui a débuté comme de l'amour devient un levier. Cette instrumentalisation suit un schéma prévisible. Au début, elle utilise l'intimité pour établir le contrôle, rendant la connexion physique dépendante de votre conformité à ses désirs, de votre accord avec ses opinions, de votre soumission à ses préférences. Vous apprenez qu'être proche d'elle nécessite d'être contrôlé par elle. Vient ensuite la phase de retrait, où l'intimité disparaît entièrement, vous laissant confus, blessé et désespéré de comprendre ce que vous avez fait de mal. Elle n'explique pas le retrait. Elle supprime simplement toute affection physique, chaleur émotionnelle et connexion sexuelle, vous laissant tirer vos propres conclusions sur la raison pour laquelle vous êtes puni. L'induction de la culpabilité suit naturellement. Lorsque vous exprimez votre frustration face au manque d'intimité, elle vous fait sentir coupable d'avoir des besoins humains normaux. Vous devenez le problème pour vouloir une connexion physique avec votre femme. Vous devenez égoïste pour attendre de la chaleur émotionnelle de votre partenaire. Vous devenez exigeant pour penser que le mariage devrait inclure une affection physique régulière. Cela crée ce que les psychologues appellent un conflit approche-évitement, où vous désirez et craignez simultanément l'intimité avec votre propre femme. Vous voulez la connexion, mais vous savez que le fait de la vouloir sera utilisé contre vous. Vous avez besoin d'affection, mais vous avez appris que ce besoin vous rend faible et égoïste à ses yeux. Le résultat est un isolement complet au sein de votre propre mariage. Vous ne pouvez pas obtenir d'intimité quand vous le voulez, et vous ne pouvez pas vouloir d'intimité sans être culpabilisé pour cela. Vous devenez émotionnellement et physiquement affamé, tout en vivant avec quelqu'un qui est censé être votre plus proche compagnon. La partie la plus dévastatrice est la façon dont cet isolement s'étend au-delà du mariage lui-même. Vous ne pouvez pas discuter de ces problèmes avec des amis sans vous sentir embarrassé. Vous ne pouvez pas chercher le soutien de la famille sans avoir l'air de vous plaindre de défis conjugaux normaux. Vous devenez complètement seul avec des problèmes que vous n'êtes même pas sûr d'avoir le droit d'avoir. Une femme narcissique comprend que vos amis et votre famille représentent une menace pour son contrôle, car ils pourraient vous aider à reconnaître que votre traitement n'est ni normal, ni acceptable, ni sain. Ainsi, elle élimine systématiquement votre système de soutien par un processus qui semble raisonnable en surface, mais qui est dévastateur en pratique. L'élimination commence par des préoccupations apparemment valables concernant des amis spécifiques. Antoine boit trop. Il a une mauvaise influence. Il ne respecte pas notre mariage. Sophie ne pense qu'à faire la fête. Elle est jalouse de notre relation. Pour chaque ami, elle développe un argument personnalisé expliquant pourquoi cette personne est problématique pour votre vie. Mais voici le schéma que vous ne remarquez que trop tard. Chaque ami est problématique pour des raisons différentes, mais chaque ami doit disparaître. L'ami fêtard est mauvais car il encourage un comportement irresponsable. L'ami qui réussit est mauvais car il vous fait sentir inadéquat. L'ami marié est mauvais car il vous donne des attentes irréalistes. L'ami célibataire est mauvais car il ne comprend pas le mariage. Pendant ce temps, ses amis à elle sont merveilleux, solidaires et essentiels à son bien-être. Lorsque vous exprimez des inquiétudes à propos de ses amis, peut-être qu'ils l'encouragent à se plaindre de vous, peut-être qu'ils créent des drames dans votre relation, peut-être qu'ils prennent du temps que vous aimeriez passer ensemble, vous êtes jugé contrôlant, peu sûr de vous et déraisonnable. Cela crée un double standard social où elle conserve un accès complet au soutien et à la validation extérieure, tandis que vous devenez de plus en plus isolé de quiconque pourrait offrir une perspective sur votre situation.
votre monde se rétrécit jusqu'à ce qu'elle devienne votre principale source d'interaction sociale, de retour émotionnel et de test de la réalité. L'isolement remplit plusieurs fonctions dans le système de contrôle. Il vous empêche d'obtenir une perspective extérieure qui pourrait vous aider à reconnaître la manipulation. Il élimine les alliés qui pourraient vous soutenir dans les conflits. Il vous rend émotionnellement dépendant de son approbation, puisque vous avez moins de sources de validation. Il réduit la confiance en votre propre jugement, puisque vous avez moins de personnes avec qui vérifier vos perceptions. Plus important encore, il garantit que lorsque vous commencez à vous demander si votre traitement est acceptable, vous n'avez nulle part où aller pour obtenir du soutien, des conseils ou simplement quelqu'un pour écouter vos préoccupations sans jugement. Peu importe ce que vous faites, à quel point vous essayez ou ce que vous accomplissez, ce n'est jamais assez. Pas seulement pas tout à fait assez ou bel effort, mais pourrait être mieux. Jamais assez. Point. Il ne s'agit pas de normes élevées ou de vous pousser à être la meilleure version de vous-même. Il s'agit de maintenir un système où la satisfaction est en permanence hors de portée. Le moteur de l'insatisfaction fonctionne simultanément à plusieurs niveaux. Au travail, aucun succès ne se traduit par de la fierté pour vos réalisations. Une promotion, vous auriez dû l'obtenir plus tôt. Une augmentation, elle aurait dû être plus importante. Une reconnaissance, il était temps qu'ils remarquent ce qu'elle leur disait depuis le début. À la maison, aucun niveau de contribution n'est reconnu. Vous faites la vaisselle, mais vous n'avez pas bien nettoyé le plan de travail. Vous vous êtes occupé du jardin, mais vous n'avez pas parfaitement taillé les bordures. Vous réparez quelque chose dans la maison, mais vous avez mis trop de temps ou vous ne l'avez pas fait exactement comme elle l'aurait fait. Avec les enfants, aucun niveau d'implication ne fait de vous un bon père. Vous êtes soit trop strict, soit trop permissif, trop impliqué ou trop distant, trop axé sur le plaisir ou trop sérieux sur la discipline. La critique spécifique n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que votre rôle de parent est toujours, d'une manière ou d'une autre, inadéquat. Cette insatisfaction systématique remplit une fonction cruciale dans le système de contrôle. Elle garantit que vous ne vous sentiez jamais assez en sécurité dans vos contributions pour cesser d'essayer plus fort. Vous ne pouvez jamais vous détendre, jamais être fier de vos efforts, jamais croire que vous en avez fait assez pour mériter la paix, l'appréciation ou une simple reconnaissance. Le moteur est conçu pour vous maintenir dans un état permanent d'effort, pour prouver votre valeur, pour gagner son approbation, pour enfin faire quelque chose d'assez bien pour recevoir la validation qui ne vient jamais. Vous devenez un hamster dans une roue, courant de plus en plus vite vers une destination qui ne cesse de s'éloigner. Mais voici la partie la plus cruelle. Occasionnellement, lorsque vous travaillez le plus dur pour vous améliorer ou accomplir quelque chose d'important, elle peut temporairement suspendre la critique, non pas parce que vous l'avez réellement satisfaite, mais parce que le renforcement positif temporaire vous motivera à travailler encore plus dur. Au moment où votre effort diminue ou votre attention se déplace ailleurs, le moteur de l'insatisfaction rugit de nouveau. Si vous commencez à reconnaître ces schémas dans votre propre mariage et que vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de la manipulation psychologique dans les relations, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Les dynamiques que j'explique aujourd'hui représentent des années d'études sur la manière dont l'abus narcissique se manifeste différemment chez les femmes par rapport aux hommes. Et il y a beaucoup plus de profondeur à explorer dans les vidéos à venir sur les schémas relationnels toxiques et les stratégies de guérison. Dans l'esprit de la femme narcissique, vous n'êtes pas seulement responsable des problèmes actuels. Vous êtes en quelque sorte redevable de chaque expérience négative qu'elle a jamais eue, peu importe quand elles se sont produites ou si vous étiez même présent dans sa vie. Vous devenez un bouc émissaire universel pour des décennies de greffes, de déceptions et de traumatismes accumulés. Cette archive du blâme fonctionne comme un système de classement psychologique où chaque mauvaise chose qui lui est arrivée est classée sous votre nom. Son père était absent, c'est en quelque sorte lié à votre incapacité à être émotionnellement disponible. Son ex-petite amie l'a trompé,
Cela explique pourquoi elle ne peut pas vous faire confiance malgré votre fidélité totale. Sa mère était critique, c'est pourquoi elle doit se protéger de vos attaques imaginaires. L'archive crée ce que j'appelle le transfert de blâme temporel, où des événements qui ont précédé votre relation deviennent votre responsabilité par une comptabilité psychologique créative. Elle a dû déménager pour un travail qu'elle détestait, c'est de votre faute, pour ne pas avoir mieux soutenu sa carrière. Elle a pris de mauvaises décisions financières à l'université, c'est de votre faute, pour ne pas l'avoir aidée à gérer correctement l'argent maintenant. Ce système lui permet de justifier une punition actuelle pour des problèmes passés qui n'avaient rien à voir avec vous. Elle peut mal vous traiter aujourd'hui parce qu'elle a besoin de se venger des hommes en général pour ce que d'autres hommes lui ont fait auparavant. Elle peut retenir son affection maintenant parce qu'elle est toujours en colère contre la façon dont quelqu'un d'autre l'a traitée il y a des années. La version la plus sophistiquée de cette archive du blâme consiste à créer des récits fictifs où vous devenez responsable de problèmes qui ne se sont pas réellement produits de la manière dont elle s'en souvient. Sa version des événements est révisée au fil du temps pour faire de vous le méchant dans des histoires où vous étiez soit le héros, soit complètement absent. Par exemple, elle pourrait prétendre que vous ne l'avez jamais soutenu pendant une crise où vous avez en fait tout laissé tomber pour l'idée. Elle pourrait insister sur le fait que vous n'étiez pas là pour elle pendant une période où vous avez sacrifié vos propres besoins pour être disponible. Elle pourrait vous accuser d'être égoïste à des moments où vous étiez en fait altruiste. Ces histoires révisées deviennent la vérité dans son esprit, et vos protestations ou tentatives de fournir des versions alternatives des événements sont rejetées comme du gaslighting, de la défensive ou une incapacité à assumer la responsabilité de vos actes. Vous finissez par être puni pour des crimes que vous n'avez pas commis sur la base de preuves qui n'existent pas. L'argent devient un outil de contrôle psychologique plutôt qu'une ressource à gérer ensemble pour un bénéfice mutuel. Même lorsque vous êtes le principal soutien de famille, elle contrôle chaque aspect de la façon dont l'argent est dépensé, épargné et alloué, vous transformant en un employé dans votre propre vie financière. La matrice de contrôle fonctionne à travers plusieurs mécanismes simultanément. Premièrement, elle s'établit comme la décideuse financière, peu importe qui gagne l'argent. Chaque achat doit être approuvé. Chaque dépense doit être justifiée. Chaque choix financier doit répondre à ces critères d'acceptabilité. Deuxièmement, elle crée des règles différentes pour des personnes différentes. Ces dépenses sont un investissement, une nécessité ou une récompense bien méritée. Vos dépenses sont du gaspillage, de l'égoïsme ou un mauvais jugement. Elle peut acheter des vêtements parce qu'elle en a besoin pour le travail. Vous ne pouvez pas acheter de vêtements parce que ceux que vous avez sont parfaitement bien. Elle peut dépenser de l'argent avec ses amis parce que les relations sont importantes. Vous ne pouvez pas dépenser d'argent avec vos amis parce que c'est frivole. Troisièmement, elle s'établit comme l'autorité sur ce qui constitue une dépense raisonnable, indépendamment de ses connaissances réelles en matière de finances, de budget ou d'économie domestique. Votre expertise financière, votre expérience professionnelle ou vos capacités mathématiques deviennent sans importance lorsqu'elle a décidé que quelque chose coûte trop cher ou n'est pas nécessaire. La matrice crée ce que les économistes appellent l'impuissance acquise en matière de gestion de l'argent. Vous cessez de prendre des décisions financières parce que chaque décision est critiquée, annulée ou utilisée comme preuve de votre mauvais jugement. Vous commencez à demander la permission pour des achats que vous devriez pouvoir faire de manière indépendante en tant qu'adulte avec votre propre revenu. Ce contrôle financier s'étend au-delà de l'argent à l'autonomie elle-même. Lorsque vous ne pouvez pas faire de choix économiques de base, vous ne pouvez pas vous sentir comme un partenaire égal dans votre propre mariage. Lorsque vous devez justifier chaque dépense, comme un enfant demandant de l'argent de poche à ses parents, vous perdez votre agence d'adulte dans votre propre vie. La matrice de contrôle sert également de système d'humiliation, où votre compétence est remise en question dans le domaine où les hommes sont traditionnellement censés être responsables.
Vous pouvez réussir professionnellement, mais à la maison, on ne peut pas vous faire confiance pour faire les courses sans supervision ou approbation. Chaque problème qu'elle crée, chaque erreur qu'elle commet, chaque conséquence négative de ses décisions devient d'une manière ou d'une autre de votre faute grâce à un système sophistiqué de redistribution du blâme qui impressionnerait des politiciens professionnels. Elle n'évite pas seulement la responsabilité, elle vous la transfère si complètement que vous finissez par vous excuser pour les choses qu'elle a mal faites. Le système de redistribution fonctionne à travers plusieurs mécanismes psychologiques. Premièrement, elle recadre ses actions comme des réactions à votre comportement. Elle n'a pas choisi d'être cruelle. Vous l'avez rendue cruelle en étant insensible. Elle n'a pas décidé de trop dépenser. Vous l'avez poussée à trop dépenser en étant contrôlant avec l'argent. Elle n'a pas choisi d'être distante. Vous l'avez forcée à être distante en étant trop en demande. Deuxièmement, elle s'établit comme la victime de vos mauvais choix, même lorsque vos choix étaient spécifiquement conçus pour accommoder ses préférences. Vous avez planifié des vacances à un endroit où elle a dit qu'elle voulait aller, mais quand cela ne répond pas à ses attentes, vous auriez dû savoir qu'il ne fallait pas faire confiance à ses préférences déclarées. Vous avez préparé le dîner exactement comme elle l'a demandé, mais quand elle ne l'aime pas, vous auriez dû réaliser qu'elle ne pensait pas vraiment ce qu'elle disait. Troisièmement, elle crée des chaînes causales élaborées qui relient vos actions mineures à ses réactions majeures de manière qui semble logique en surface, mais qui est complètement disproportionnée en réalité. Vous êtes rentré 15 minutes en retard, ce qui signifie que vous ne respectez pas son temps, ce qui signifie que vous ne la respectez pas, ce qui justifie qu'elle soit en colère pendant 3 jours et qu'elle mentionne toutes les autres fois où vous avez été en retard au cours des 5 dernières années. Le système est si efficace que vous commencez à accepter automatiquement le blâme pour des choses qui n'ont aucun sens logique. Quand elle est de mauvaise humeur, vous commencez immédiatement à penser à ce que vous auriez pu faire pour la provoquer. Quand quelque chose ne va pas dans sa vie, vous envisagez par réflexe comment vous pourriez en être responsable. Quand elle est mécontente de quoi que ce soit, vous supposez que vous avez dû la décevoir d'une manière ou d'une autre. Cela crée ce que les psychologues appellent l'hypervigilance de la responsabilité, où vous devenez obsédé par la surveillance de votre propre comportement pour déceler les erreurs potentielles qui pourraient la blesser, la décevoir ou lui donner des raisons d'être en colère contre vous. La partie la plus insidieuse de ce système est la façon dont il vous entraîne à vous gaslighter vous-même. Vous savez logiquement que vous n'avez pas causé tous ces problèmes, mais la redistribution constante du blâme vous fait douter de vos propres perceptions et accepter la responsabilité de choses qui n'étaient pas de votre faute. Peut-être l'aspect le plus troublant de la vie avec une femme narcissique est la réalisation progressive qu'il n'y a rien derrière ses yeux. Pas de colère, pas de tristesse, pas même de haine, juste le vide. Vous êtes marié à quelqu'un qui a une apparence humaine, mais qui manque des composantes émotionnelles essentielles qui rendent les relations possibles. Ce vide se manifeste dans son incapacité totale à ressentir un remords sincère lorsqu'elle vous blesse. Pas de justification défensive de ses actions, pas de colère d'être prise en défaut, pas même de fausses excuses conçues pour vous manipuler, juste rien. Elle peut dire ou faire des choses qui vous dévastent et ne ressentir absolument aucune conséquence émotionnelle pour la douleur qu'elle a causée. Le vide apparaît également dans son incapacité à comprendre pourquoi vous avez des réactions émotionnelles à quoi que ce soit. Lorsque vous êtes blessé par son comportement, elle répond avec une confusion sincère quant à la raison pour laquelle vous vous sentiriez blessé. Lorsque vous êtes excité par quelque chose, elle ne peut accéder à aucun enthousiasme ou joie partagée. Lorsque vous êtes inquiet pour quelque chose, elle n'a aucune capacité de réconfort ou de soutien. Avoir des conversations avec quelqu'un qui manque de profondeur émotionnelle, c'est comme parler à un miroir sophistiqué qui réfléchit vos mots sans en comprendre le sens. Elle peut répéter les bonnes phrases, donner les réponses appropriées et même simuler l'attention. Mais il n'y a aucune connexion émotionnelle authentique. Cette absence émotionnelle crée un isolement profond, même lorsque vous êtes physiquement ensemble.
Vous pouvez être dans la même pièce, avoir une conversation, partager votre journée et vous sentir complètement seul parce qu'il n'y a personne qui reçoit réellement ce que vous partagez. Vos mots disparaissent dans un vide où les émotions vont mourir. Le vide explique également pourquoi rien de ce que vous faites pour améliorer la relation n'a d'effet durable. Elle ne peut pas apprécier vos efforts parce que l'appréciation nécessite une profondeur émotionnelle. Elle ne peut pas rendre votre amour parce que la réciprocité nécessite une disponibilité émotionnelle. Elle ne peut pas changer son comportement parce que le changement nécessite une motivation émotionnelle. Vivre avec ce vide vous change de manière difficilement réversible. Vous cessez de partager votre enthousiasme car il n'est jamais reflété. Vous cessez d'exprimer votre douleur car elle n'est jamais reconnue. Vous cessez d'essayer de vous connecter émotionnellement, car la connexion est impossible avec quelqu'un qui n'a pas d'émotions avec lesquelles se connecter. L'arme ultime dans son arsenal psychologique est la menace constante de partir, non pas comme une intention sincère de mettre fin au mariage, mais comme un outil pour maintenir le contrôle par la peur de l'abandon. Ces menaces deviennent si routinières que vous développez une réponse conditionnée d'anxiété et de soumission chaque fois qu'elle mentionne le divorce. Le système de menaces fonctionne sur le principe que les hommes craignent plus l'abandon que le conflit. Ainsi, la possibilité qu'elle parte devient plus puissante que n'importe quel argument qu'elle pourrait avancer. Au lieu de vous convaincre qu'elle a raison, elle doit simplement vous convaincre qu'avoir tort signifie être seul. Ces menaces surviennent par vagues, généralement pendant les périodes où vous affirmez votre indépendance, remettez en question son comportement ou montrez des signes de développement d'une colonne vertébrale. Au moment où vous commencez à agir comme un partenaire égal au lieu d'un subordonné, elle vous rappelle qu'elle a le pouvoir de détruire votre vie en partant. Les menaces ne sont pas des explosions émotionnelles aléatoires. Ce sont des tactiques de guerre psychologique calculées, conçues pour éroder votre sentiment de sécurité et vous entraîner à éviter tout comportement qui pourrait déclencher son mécontentement. Vous apprenez à anticiper ces menaces et à modifier votre comportement pour les prévenir, lui donnant un droit de veto sur toute votre personnalité. Au fil du temps, les menaces se normalisent au point que vous ne les enregistrez même plus consciemment comme des menaces. Peut-être que je devrais juste partir devient un bruit de fond dans votre mariage. Mais votre système nerveux réagit toujours par le stress, l'anxiété et des efforts immédiats pour l'apaiser et restaurer la stabilité. Le système est particulièrement efficace car il exploite la tendance des hommes à vouloir résoudre les problèmes plutôt que de mettre fin aux relations. Chaque menace devient un défi à résoudre pour vous en étant meilleur, en essayant plus fort ou en changeant plus complètement. Vous ne considérez jamais que les menaces elles-mêmes sont le problème qui doit être abordé. Le système de menaces d'abandon vous empêche également de fixer des limites ou d'affirmer vos propres besoins, car toute résistance de votre part est accueillie par la résistance ultime de sa part, la suggestion que vous seriez peut-être tous les deux mieux séparés. Toutes ces tactiques de manipulation psychologique créent ce que les experts appellent un lien traumatique, un attachement psychologique qui se forme lorsque quelqu'un alterne entre l'abus et le renforcement positif intermittent. Ce n'est pas de l'amour, mais cela semble plus fort que l'amour, car c'est enraciné dans la psychologie de la survie plutôt que dans un attachement sain. Le lien traumatique explique pourquoi vous ne pouvez pas simplement partir, malgré la reconnaissance que votre mariage détruit votre santé mentale, votre estime de soi et votre bien-être général. Votre système nerveux est devenu dépendant du cycle de tension, de conflit, de résolution et de paix temporaire qui définit votre relation. Le lien est renforcé par le programme de renforcement intermittent qu'elle emploie. Des moments occasionnels de gentillesse, de rares expressions d'appréciation, de brèves périodes de comportement normal qui vous donnent l'espoir que la vraie elle est toujours accessible. Ces moments positifs deviennent psychologiquement précieux parce qu'ils sont si rares.
votre cerveau interprète le soulagement occasionnel de l'abus psychologique comme la preuve que la relation peut fonctionner, qu'elle peut changer, que vous avez juste besoin d'essayer plus fort ou d'être meilleur pour accéder à la partenaire aimante que vous savez exister quelque part en elle. Le lien traumatique explique également pourquoi les conseils des amis et de la famille semblent hors de propos ou impossibles à suivre. Ils voient clairement votre situation et se demandent pourquoi vous ne partez pas, mais ils ne comprennent pas que vous ne prenez plus de décisions basées sur la logique. Vous répondez à une programmation psychologique profonde qui assimile le départ à la mort. Rompre les liens traumatiques nécessite une aide professionnelle, car les mécanismes psychologiques impliqués opèrent en deçà du niveau de la prise de décision consciente. Vous pouvez comprendre intellectuellement que votre mariage est malsain tout en étant complètement incapable de prendre des mesures pour vous protéger des dommages psychologiques continus. Comprendre que vous êtes marié à une femme narcissique est la première étape pour retrouver votre santé mentale, mais ce n'est que la première étape. La guérison de ce type d'abus psychologique nécessite un effort systématique pour reconstruire votre sens de la réalité, restaurer la confiance en votre propre jugement et développer les compétences nécessaires pour vous protéger de la manipulation continue. La chose la plus importante à comprendre est que rien de tout cela n'est de votre faute. Vous n'avez pas créé cette situation. Vous ne méritiez pas ce traitement et vous ne pouvez pas la réparer par un meilleur comportement de votre part. L'abus narcissique est un système de contrôle délibéré qui endommagerait quiconque y serait soumis de manière constante au fil du temps. La guérison commence par la reconstruction de votre connexion à la réalité grâce à la validation externe de vos expériences. Cela signifie parler à des thérapeutes, des conseillers ou d'autres professionnels qui comprennent l'abus narcissique et peuvent vous aider à distinguer les problèmes relationnels normaux de la manipulation psychologique systématique. Cela signifie également renouer avec des amis et des membres de la famille qui peuvent offrir une perspective sur votre situation et vous rappeler qui vous étiez avant que cette relation ne consume votre identité. L'isolement que crée l'abus narcissique doit être activement contrecarré par la construction délibérée de relations avec des personnes qui soutiennent votre bien-être. Plus important encore, la guérison signifie apprendre à faire de nouveau confiance à vos propres perceptions, au lieu de constamment remettre en question votre jugement, votre mémoire et votre droit d'avoir des besoins, des limites et des attentes dans votre mariage. Si cette analyse vous a aidé à reconnaître des schémas dans votre propre mariage que vous aviez du mal à comprendre, abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'informations sur la psychologie de l'abus narcissique et les stratégies de guérison. Activez la cloche de notification car la compréhension de ces dynamiques pourrait être le premier pas vers la reconquête de votre vie et de votre santé mentale. Partagez cette vidéo avec tout homme qui pourrait souffrir en silence, pensant que ses problèmes de mariage sont normaux ou qu'il est en quelque sorte responsable de la guerre psychologique qu'il subit. Le but n'est pas de diaboliser les femmes ou de suggérer que tous les problèmes relationnels impliquent un abus narcissique. Le but est d'aider les âmes à reconnaître quand ils subissent une manipulation psychologique systématique déguisée en mariage et à comprendre qu'ils méritent mieux qu'une relation qui les oblige à disparaître pour fonctionner. Vous n'êtes pas le problème. Vous n'êtes pas responsable de son état émotionnel, de son bonheur ou de son comportement envers vous. Vous méritez d'être traité avec respect, gentillesse et une dignité humaine de base par la personne qui a promis de vous aimer pour le meilleur et pour le pire. La guérison est possible, mais elle exige de reconnaître que certaines relations sont si toxiques que le seul coup gagnant est de ne pas jouer. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour toutes les personnes impliquées est de refuser de participer à un système conçu pour détruire votre âme, un petit compromis à la fois. Alors dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous venez, et surtout qu'avez-vous pensé de cette histoire. J'aimerais beaucoup avoir votre ressenti. En attendant de vous lire, je vous souhaite à toutes et à tous d'être toujours en paix et en sécurité, où que vous soyez. Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Et d'ailleurs, si vous avez vous-même une histoire inspirante ou touchante à partager, n'hésitez surtout pas à la raconter. L'espace commentaire est à vous. Nous serons ravis de vous lire.